Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Istel France, le téléphone Urbex. Nous sommes le 14 novembre 2024 et je viens, par la présente vidéo, établir le bilan final de l'année téléphonique 2024 me concernant, parce qu'en effet, depuis le 8 novembre 2024, je suis en congé et c'est jusqu'à la fin du mois de janvier. Voilà, je liquide mes congés, mes récupérations, etc. Parce que bon, j'ai pas mal travaillé cette année. Parce que il m'arrive de travailler parfois, hein, voilà, au cas où certaines personnes ne le sauraient pas. Donc voilà, j'ai effectué pas mal de reportages cette année. Alors, on va de suite y aller, tant qu'à faire, hein. Le premier, je l'ai effectué le 16 janvier 2024. Attendez. Ah, ça y est, 16 janvier 2024. J'ai fait un complément de reportage à l'île Boitel, donc à Lille, quatrième ville de France. Donc il fallait bien qu'entre Paris, Marseille, Lyon et Lille, eh ben écoutez, je m'active aussi par rapport à Lille. Et j'ai effectué un complément de quasiment 500 photographies, parce que c'était un énorme centre, hein, l'île Boitel, c'était un centre vraiment très, très principal, avec beaucoup de superbes installations qui méritaient d'être photographiées, d'autant que à Lille et dans toute la région, enfin, j'ai toujours été bien accueilli jusqu'à aujourd'hui. Et donc je peux travailler dans de bonnes conditions dans le nord de la France. Et il faut quand même le noter, parce que c'est pas le cas partout. Voilà, bon, ça c'est les aléas des mentalités. Et donc j'ai effectué pas mal de reportages cette année. Je vais vous dire de suite combien j'en ai fait, comme ça on va aller droit au but. J'en ai effectué 217. Donc du 16 janvier au 4 novembre inclus. Parce que 4 novembre ont été mes deux derniers reportages effectués à l'ancien centre de transit téléphonique de Villabé dans l'Essonne, ainsi que de l'ancien centre de construction des lignes de Villabé. Alors, ce sont des immeubles, des locaux qui sont toujours utilisés par Orange, mais qui ont changé d'affectation. Voilà, hein, par exemple, l'ancien centre de transit, qui était un énorme centre, hein, a été transformé en immeuble tertiaire depuis 20 ans, depuis l'arrêt de l'autocommutateur de transit MT20. Et avant ça, du Pentaconta, évidemment, du GCI. Et donc, voilà, ça a été mes deux derniers reportages. Alors, ça a été une bonne année. Parce qu'après tout, j'ai effectué plus de reportages encore qu'en 2022, qui était une année exceptionnelle. Je crois que j'avais fait 212 reportages. Et là, j'en suis donc à 217. Alors avec toutefois un peu moins de photographies, mais là ça dépend des installations, de l'intérêt des installations, de combien il reste d'installations, hein. Donc bon. Donc cette année, 28 267 clichés dûment archivés par mes soins, donc que j'ai pris, etc. Et si on fait le bilan depuis avril 2021, quand j'ai commencé ces reportages, je vais vous le dire tout de suite, il y en a beaucoup. 646 reportages effectués d'avril 2020, du 5 avril 2021 au 4 novembre 2024. C'est quand même pas mal du tout. Alors avec beaucoup évidemment de centres téléphoniques. Alors il n'y a pas que ça. Donc j'ai fait un navire câblier avant qu'il envoie à la casse. J'ai fait des installations, des centres hertziens, etc. Et j'ai fait quelques boutiques Orange, pas suffisamment. Immortaliser la boutique Opéra, je me souviens, c'était une chance. Et donc installation radio-téléphone aussi, j'ai fait un petit peu. Et donc nous arrivons à ce total de 646 reportages cumulés, 84 802 clichés photographiques archivés. Alors ce ne sont pas ceux que j'ai pris, parce que j'en prends beaucoup plus, ce sont ceux qui ont été sélectionnés.
Voilà, parce que moi j'agis par sécurité et je choisis les meilleurs clichés dans les plans, quoi. Et donc on arrive à ce total qui est assez élevé. Alors, mon année s'est déroulée comme suit. Décidément, ces téléphones là, enfin, c'est pas terrible pour travailler. Bon. Grosso modo, quand j'ai commencé l'année, donc j'étais à Paris. Et je me suis occupé notamment de récoler les urgences comment dirais-je, de l'Île-de-France, notamment avec le Val-de-Marne et l'Essonne, vu qu'il y a des machines qui sont à l'arrêt. Je repense à l'autocommutateur MT25 de Vigne-sur-Seine. Je suis arrivé, il y avait des gars qui étaient en train de casser des équipements à côté et ils m'ont dit dans 15 jours on fait cette pièce là et ben, c'était le MT25. Donc lui je l'ai sauvé vraiment de justesse, d'extrême justesse, à quelques jours près. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Je me suis aussi occupé du nord de France. Je continue. Alors le nord de France, c'est une région qui est assez proche de Paris et je m'en occupe morceau par morceau. Je la fais pas, je l'ai pas faite en entier immédiatement, quoi. Hein. Donc c'est extrêmement pénible ce téléphone là pour travailler. C'est vraiment, c'est de la merde. Hein. Encore un téléphone macroniste, ça, c'est pas possible. Complètement ravagé ce truc. Voilà, je vois Garges-les-Gonesse, Michelet, à Clamart, voilà, Vitry-sur-Seine. Après, voilà, j'ai fait une partie Compiègne, Noyon, Péronne, Beauvais, voilà. Ivry, ouais, je me répartissais entre l'Île-de-France, surtout le sud de l'Île-de-France, et le nord de la France. J'ai aussi fait, tiens, il me manquait le centre téléphonique de Ménilmontant. Il fallait le faire parce que l'année prochaine, l'autocommutateur de Ménilmontant va être mis à l'arrêt. Je me souviens plus quand, mais bon, voilà, ça va être arrêté. Ivry-sur-Seine, pareil. Alors, l'autocommutateur va être mis à l'arrêt. Et il y avait aussi l'ancien autocommutateur de transit. C'est rarissime, c'est peut-être le seul qui est resté encore. L'autocom de transit 10B3, mais pour le radiotéléphone Orange, qui était utilisé à l'époque de la 2G et de la 3G. Et donc et qui servait aussi pour le transfert des messageries, c'est ça qui consommait le plus de trafic. J'ai fait aussi une incursion grâce à un collègue au mois de mars en Bretagne à proximité, donc sur Rennes et Nantes. Je suis allé photographier certaines urgences. Après, bon, je suis encore revenu, évidemment, je me suis un peu occupé, voilà, je vois Mantes-la-Jolie, Brunois hier, enfin bon, je suis revenu un peu en Île-de-France, encore un peu dans le nord de la France, oui, j'ai fait un peu du nord, encore de l'Île-de-France, vous voyez, enfin, à un moment donné, j'ai fait une incursion au mois de mai, j'ai fait une incursion à Metz pour procéder à quelques urgences. Je suis pas resté longtemps là-bas, j'ai pas pu tout faire, mais bon, puis j'ai pas de badge, c'était un peu compliqué, mais j'ai pu faire notamment le central Metz-Sablon avec le MT20, donc bon, ça j'ai pu le sauver, celui-là au moins. Euh, J'avais profité pour faire une belle boutique, la belle boutique à Metz, Orange Digital Center. Donc ce n'est pas qu'une simple boutique Orange, c'est une boutique aussi qui a des options particulières, des stands supplémentaires. De photographie, avec des caméras panoramiques, enfin c'était pas mal, c'était intéressant, ça valait le coup. J'ai aussi fait notamment, j'ai fait une incursion de quelques jours en Franche-Comté où j'ai été aidé par le collègue Mathieu. Et puis après je suis descendu dans le sud, début juin, je suis descendu dans le sud. Où là j'ai fait beaucoup de reportages dans le sud de la France. Vous savez que moi je suis un homme du sud et que je tiens à ce que le sud soit très bien archivé. Bon bah voilà. D'autant que bon j'ai en général bon contact avec
les agents, les autorités locales. Je dis jusqu'à aujourd'hui, hein, bon. Et donc j'ai pu faire pas mal de choses. Je vois Nîmes, Alès, Béziers, et puis des villes qui sont autour, qui étaient susceptibles de contenir encore des équipements intéressants. Alors c'est toujours un peu un pari, hein, c'est jamais gagné. Hein. Voilà, je retiens le centre téléphonique de Lunel, alors qui en lui-même n'était plus très intéressant, vu qu'il s'était arrêté au CP400, donc qu'il n'y a plus rien dedans à ce niveau-là, mais il y avait beaucoup d'archives, beaucoup de paperasserie, c'était pas mal. Et puisque c'était Henri Canitro qui devint maire de Lunel d'ailleurs pendant un mandat, maire RPR de Lunel, et qui tenait le centre. Voilà, je vois, j'ai fait pas mal du Gard et de l'Hérault. J'ai pas tout fait encore, mais bon, après j'ai attaqué l'Aude aussi. L'Aude, j'ai continué sur le Gard, j'ai commencé les Pyrénées-Orientales. J'ai fait alors j'ai rencontré, j'ai fait des photos de l'exposition donc du musée du téléphone de la Ariscom à Narbonne. C'est une excellente association. Et ils m'ont tuyauté sur le fait qu'à Castelnaudary, un centre arrêté depuis très longtemps à l'électromécanique, il y avait donc un gars, qui s'appelait Jean-Pierre, excusez-moi, son nom m'échappe. Et ce gars avait stocké énormément de matériel et surtout de documentation qui remontait même au télégraphe de Chappe. Télégraphe Chappe, téléphone manuel, semi-automatique, R6, un peu Rotary, Pentaconta, CP400, enfin il y avait vraiment, il y avait même du Meta, hein, du Metaconta, du 11F, donc voilà, c'est tout un tas de trucs un peu dont les documents sont difficiles à trouver, là ça en était farci, revues, etc. Bon, donc c'était vraiment hyper intéressant. Des cours intéressants, vraiment des cours anciens. D'ailleurs j'ai revu des noms de comme Monsieur Fruchou, enfin bon, voilà, c'était des sommités du téléphone interurbain, enfin bon, c'était des super cours des années 50. D'ailleurs j'ai mon collègue actuellement là qui est sur Paris, Pierre, qui s'occupe de déballer, et d'ailleurs je l'ai eu hier au téléphone, bon on parlait d'autre chose, d'événements un peu plus tristes que ça, bon, et qui m'expliquait que voilà, je me régale avec tes revues, il y a plein de trucs, on est en train de compléter un tas de séries, parce que moi, vous savez, j'arrive quelque part, je vois des documents, je regarde, bon, à moins que je sache que il y a des choses bateaux qu'on a déjà, si vous voulez, mais après il y a des trucs, moi, bon, en général j'ai du pif, je vois les trucs, je saisis. Hein, c'est mon rôle, ça fait partie de mon rôle, et donc je saisis les documents, et donc je les emballe, je les pré-trie en étant dans le sud, puisque là je suis dans le sud, et après il faut les ramener à Paris. Alors c'est encore un bazar aussi, bon. Enfin bon, ça fait partie du travail, et si j'étais pas honnête, je ferais comme beaucoup de gens, je fais semblant de rien voir, j'ai rien vu, puis voilà, je prends ma paye, puis je vais faire dodo. Non, je vois des documents, des fois je vois des armoires où il y a beaucoup de merde, il faut dire ce qui est, ça arrive, hein. Et je prends le temps qu'il faut, alors des fois c'est 10 minutes, des fois c'est 3 heures, je prends le temps de fouiller, de trier, d'embarquer, voilà, ça fait partie du taf. Et je le fais avec grande joie, même si des fois il y a des jours je suis fatigué, même si ma jambe droite ne me porte plus, parce que mon genou est un peu en compote, hein, voilà, parce que j'avais un accident de service il y a plus de 10 ans, même si j'en ai marre, même si je voudrais être à la maison au chaud, ben non, on fait, il faut faire ce pourquoi on est missionné, et moi je considère que je dois le faire. Voilà. Et donc je me suis beaucoup démené cette année. C'est vrai que je me suis démené, j'ai travaillé. Alors au départ je m'étais dit je travaillerai pas les week-ends, jamais, jamais, jamais. Et puis quand j'ai vu le nombre de centres à faire, je me suis pensé c'est pas possible. Donc les choses personnelles que je devais faire, je vais pas les faire. Je vais travailler au bout d'un moment, j'ai travaillé tous les samedis. Certains dimanches, je l'ai fait. Alors évidemment,
je coche et je me fais des repos compensateurs. Après, c'est normal. Je veux dire, bon, il faut... bon, la hiérarchie en est informée. Je suis cadre exécutif autonome, je m'organise. Et donc, je m'organise pour plus d'efficacité, pour faire le maximum de centres à la bonne saison, en plus. Être efficace. Voilà. Quand je prends l'hôtel... par exemple, je pars une semaine quelque part, je l'ai fait plusieurs fois cet été. Quand je viens quelque part, c'est pas pour faire du tourisme, voilà, pour visiter le château de je sais pas quoi, le machin de je sais pas quoi. Je viens pour faire, oui, du tourisme téléphonique, c'est-à-dire opération commando. J'arrive, je débarque, je prends un centre, je commence, clac clac, les façades. Ici, on est au central téléphonique de Salon. Je suis venu ici pour être tranquille. Et donc voilà, on commence par les façades, on rentre, on fait voilà étage par étage, on finit par le sous-sol, etc. comme d'habitude. Et donc j'ai fait pas mal de centres comme ça en commando. Et par moment on trouve des choses. Voilà, je vous expliquais Castelnaudary, extraordinaire Castelnaudary. J'en ai trouvé pas mal aussi à Carcassonne aussi. Il y avait des choses qui traînaient. Alors il y avait beaucoup de documents qui avaient morflé à Carcassonne aussi. Et mais il y avait des choses très intéressantes qui méritaient vraiment d'être sauvées. Donc je les ai sauvées. Voilà, je les ai versées aux archives. Et donc je vous dis là un peu les opérations que j'ai faites. Oui, il y a plein de choses très intéressantes. Bon, il y a eu des films déjà qui sont sortis. Alors les films, il y a beaucoup de films, bon, évidemment d'autocommutateurs, parfois un film commenté, parfois des films un peu plus exceptionnels, etc. Donc je fais le maximum de films. Le dernier donc de la campagne 2024, il paraîtra, donc ça concerne Limoges. Il paraîtra le 4 avril 2025, puisque tous les 3 jours, vous le savez, il y a un film qui sort. Et donc le 4 avril sortira le dernier film relatif à l'année 24. Et donc après, bah écoutez, moi entre-temps, fin janvier, je serai remonté à Paris. Et à moins que ma hiérarchie me disent stop pour telle ou telle raison, parce que je vous l'ai expliqué déjà, ma situation, non pas au niveau de l'emploi, étant donné que je suis inspecteur central statutaire, mais au niveau du métier que j'exerce, la hiérarchie pourrait très bien me dire écoutez monsieur Rizzo, nous pensons que il y en a assez, etc. Il faudrait peut-être faire autre chose ou changer de métier. Enfin bon, je sais pas, hein, bon, on peut tout imaginer. C'est-à-dire, on est aussi dans une situation Orange est une situation tellement bizarre en ce moment. On va peut-être en parler un peu après, si vous le voulez bien, jusqu'à la limite de la batterie, on va dire. Et bon, voilà, moi je compte reprendre fin janvier, début février maximum, il faut que je sois opérationnel pour repartir. Alors, il y a des choses à faire encore en Île-de-France, moins urgentes, mais il y a encore des choses à faire. Il y a quelques points à faire. Bon, après, toujours des blocages avec des espèces de directeurs qui ne respectent même pas les ordres. Alors moi, je suis quand même missionné par le COMEX pour immortaliser le maximum de choses avant que tout soit détruit. Et vous avez des gens comme à Lyon, en région parisienne aussi, ils sont un peu pénibles. Bon, à Lyon, là, ils m'ont carrément bloqué. Bon, Verboten, enfin bon, bref, voilà. Bon, c'est un peu compliqué de travailler des fois dans ces conditions-là, avec quand on te fait des tours de salope comme ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Bon, de toute manière, c'est vrai que j'ai d'autres régions à faire. Il y a la Normandie qui m'attend. Alors, ils sont censés avoir validé. J'ai des badges là. J'embarque toujours les badges avec moi parce que même quand je quitte chez moi, je tiens à le dire parce que bon, il y a une question de sécurité. Il y a des badges qui ouvrent beaucoup de centres
et j'ai beaucoup de badges, et forcément, quand je pars en congé, longtemps, je parle pas d'aller 1 ou 2 jours, hein. Quand je pars un moment, j'ai toujours les badges, je les transporte avec l'ordinateur du travail, c'est un ordinateur spécial, enfin bon, voilà, il y a des règles de sécurité à appliquer, enfin bon, voilà, il y a pas de souci, hein. Je suis pas complètement débile encore. Et donc voilà, donc je fais toujours avec la sécurité, etc. Ça me tient à cœur. Bon, après, vous avez quand même des gens qui sont méfiants, qui sont toujours en train de se dire, et à savoir, et qu'est-ce qu'il vient faire là, et qu'est-ce qui... Non, Monsieur Rizzo n'est pas l'espion chargé de rédiger des rapports sur tout ce qui ne va pas, parce que je vais vous le dire franchement, moi j'ai été GSO, hein. Je me chargeais donc des bâtiments à Paris, j'avais la moitié des centraux de Paris à un moment donné, de 2012 à 2017-2018 par là. Et bon, moi c'est vrai que je vois tout ce qui va pas, il y a plein de... Vous savez, vous allez n'importe où, dans n'importe quel centre téléphonique, il y a des trucs qui vont pas, hein, bon. Si je devais passer mon temps, si je devais passer mon temps à m'emmerder, à rédiger des rapports, à passer des coups de fil à je sais pas qui, j'aurais même pas le temps de faire les centres. Je prendrais un central, après je ferais quoi? Des rapports, des machins, des... Non, attendez, non, il faut être sérieux. Moi je suis pas là pour faire le guerre du chiourme. Comme me dit, je suis inspecteur mais pas de la police. Hein, moi je fais pas l'espion, je me prends pas pour un espion de la DGSI ou je sais pas quoi, j'ai déjà eu affaire à eux, alors ça va, à Marseille, bon c'est bon, hein. Donc eux ils ont leur paranoïa de sécurité aussi. Moi je suis pas moi je vis pas dans la peur, parce que il y a des gens, je vais vous dire ce que je pense moi sur tous ces gens là. On va tous mourir, on est tous condamnés à mourir un jour ou l'autre, qu'on meurt à l'âge de 1 an, ce qui est malheureux, ou qu'on meurt à l'âge de 110 ans, on va tous clamser. Et donc, au lieu de s'emmerder les uns les autres, à s'empêcher de faire le travail, à faire chier son voisin, on ferait mieux d'être un peu plus efficace déjà dans son travail, un peu plus serviable, je dirais, et un peu moins con, quoi. Je me le prends pour moi aussi, hein, ce que je dis d'ailleurs, hein, bon, parce qu'on est toujours le con de quelqu'un, et ça je suis tout à fait d'accord avec ce que je dis, hein, sur ce point-là. Et même des fois il m'arrive d'être con, et bon, seulement des fois je veux dire, on peut être con, mais on peut quand même s'en rendre compte à un moment donné et dire quand même, bon, il faut peut-être arrêter d'être stupide et de voir comment on va faire avancer les choses. Il y aurait peut-être pas autant de suicides à Orange comme il y en a en ce moment, hein, voilà. Donc bon, voilà, là j'ai pu, dans des conditions parfois très compliquées, notamment en 2023 qui a été une année horrible pour moi, hein, j'ai pu quand même sortir, je sais plus, 84 000 depuis que je fais cette activité, hein. On va voir s'il veut bien marcher ce truc pourri là. 84 802 photographies sur 646 reportages depuis avril. Bon, si vous voulez, voilà, j'aurais même pu en faire un peu plus, avec certains points névralgiques en plus, si j'avais pas été agacé par des gens qui sont un peu quand même un peu demeurés, quoi. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Moi je travaille dans certaines conditions, je fais ce que je peux. Bon, si vraiment à un moment donné il y a des choses que j'arrive pas à faire, elles seront pas faites, ça sera détruit, il en restera rien. Moi je trouve ça dommage, mais ça ne m'empêchera pas de dormir, hein. Bon, que Lyon, il n'y ait aucune archive sur Lyon, 3e ville de France, je trouve ça con. Bon, après, ça va pas me traumatiser. En plus, c'est une ville avec un temps qui a une météo qui est toujours assez pourrie. Bon, c'est quand même un peu la merde, hein, dans ces coins-là. Bon, c'est pollué. Enfin, c'est quand même bon. Je veux dire, moi, si vraiment on m'interdit de Lyon, vraiment, j'ai fait Paris. Bon, Paris, j'ai encore des choses à faire, mais bon, voilà, le gros de Paris, comme on dit, si je meurs demain, quand même, le gros de Paris est fait. Bon, Marseille aussi, j'ai fait quasiment tout dans Marseille-Ville. Lille, j'ai fait beaucoup de choses, il y a encore des trucs peut-être à aller voir, mais
les points névralgiques qu'il fallait faire, donc avec les NT20, le CTN 3G, tout ça, les E10B3, enfin tout ce qu'il y a avec ce 10, enfin, je sais plus ce qu'il y a là-dedans. Bon, moi j'oublie après, vous savez, j'en vois tellement qu'après, si j'ai pas mes listes sous les yeux, j'oublie. Hein. Et voilà, un chasse l'autre. Et donc, voilà, le principe, si vous voulez, c'est d'immortaliser le maximum tant que les choses existent, parce que ça va vite. Par moment, on sait pas, ils sont là, et puis d'un coup, poum, ça leur prend comme une envie d'aller aux toilettes, et puis paf, ils te viennent, ils te démolissent tout à telle zone, tel endroit, ils vont transformer ça en immeuble, en baraque à frites, en tout ce que vous voulez, en restaurant en illimité, en je sais pas quoi, la chicken machin truc. Moi j'ai vu des choses, je vais vous dire, mais ça bon, c'est un peu je veux dire, comprenez, j'ai 30 années d'ancienneté, je suis rentré dans les derniers fonctionnaires de l'État. Moi, je suis pas rentré du temps de l'administration, je suis rentré du temps intermédiaire de l'exploitant autonome de droit public. Hein, mais je suis encore un fonctionnaire de l'État, et c'est vrai que moi, bon, c'est comme ça, c'est le changement. Voir un centre téléphonique d'arriver, même de même pas comprendre au début où je suis, et de voir que le truc est devenu une baraque à frites, un truc ou une école de danse ou je sais pas quoi, un resto illimité. J'ai vu des choses ou alors carrément abriter les services spéciaux. Quoi. Enfin bon. Non mais bon, on se dit on vend vraiment les centres à n'importe qui quoi. Dans cette, enfin vraiment, c'est vrai, un mec il arrive avec des sous. Bon, par exemple j'étais à Morteau. Bon, j'ai pas fait à Morteau. Vous savez là où ils font la saucisse là je crois que c'est dans le Doubs, je crois, ou un truc comme ça. En Franche-Comté, j'ai vu le centre téléphonique le plus laid de France. C'est un centre d'une laideur, mais c'est bon. J'ai fait les photos parce que quelque part il fallait les faire. Alors c'était un centre, je vais vous dire, il y a un voisin, quand il m'a vu arriver, un voisin d'un âge certain, hein, plus âgé que moi, hein, bon, qui a 15-20 ans de plus, est venu me parler. Et le gars, donc le monsieur d'un âge certain, il connaît tout quoi du coin. Il m'a expliqué ce qui s'est passé. Il m'a expliqué c'est Orange qui a bazardé le centre téléphonique en gardant juste la portion congrue. Et ils ont vendu ça à une espèce de promoteur qui bizarroïde, qui a débarqué dans ses pas d'où, qui a dit ouais mais moi je vais transformer ça en logement, tout ça. Donc il a fait des logements, il a vendu des logements. Paraît-il que les logements n'ont même pas été terminés entièrement. Il s'est foutu en faillite. Moi je vous dis ce qu'on m'a raconté, hein. Après j'ai pas pu vérifier. Hein. Le mec se serait mis en faillite. Je sais même pas s'il n'y aurait pas des poursuites, j'en sais rien, enfin bon. Et donc les gens, ils ont dû quand même aménager parce qu'ils avaient payé, ils ont le crédit à payer. Alors en plus c'est mal isolé, c'est des centres des années 70, bon, c'était pas fait pour être comme ça quoi. Et donc vous avez encore des équipements en service, vous avez le compresseur qui envoie le gaz, vous savez, il y a certaines vidéos où vous avez entendu ça dans les infrarépartiteurs, donc tout l'immeuble se fout à résonner, mais moi je l'entendais en étant à d'autres étages, enfin bon, les gens ils se sont fait avoir quoi. Donc bon, vous savez que jamais j'achèterais, et là je suis tombé sur un centre d'une laideur, mais tout était laid, de la façade jusqu'à l'intérieur de ce que j'ai pu visiter, c'était abominablement laid. Voilà, bon, c'est bon. Après, ils sont pas tous comme ça. Certains ont été transformés, disons un peu mieux que ça. Mais là, vraiment, c'était épouvantable. Bon, et bon, et ça, bon, moi, ça me fait rigoler, mais bon, je plains ces pauvres gens. Mais ça, si vous voulez, c'est en allant sur place qu'on voit ces choses-là. On voit le meilleur comme le pire, parce que des fois, on voit des choses. Par exemple, au Pays Basque, il y a certains centres qui ont été transformés en logement. Ça a été bien fait, ça respecte bon voilà, le local comme on dit. Bon, c'est pas mal quoi. Bon, voilà. Après, et bon là, disons que voilà, si vous tombez mal, vous avez de sérieux problèmes. Hein, bon, mais j'ai parlé avec d'autres. Bon après, je vais pas parler de ça parce que bon, pas passer une heure à parler de c'est pour ça que je dis bon, c'est vrai que moi je vois des trucs qui vont pas. Bon. N'achetez jamais, n'achetez pas ça, ne soyez pas fous. Et bon, un centre téléphonique, c'était un centre téléphonique, c'est pas un immeuble d'habitation, ça n'a pas été construit pour ça. Donc après c'est du rapiessage, vous
savez, le rapiessage, c'est pas comme quand on construit un truc neuf, étudié, maintenant avec les nouvelles normes, c'est pas pareil là. Donc bon, c'est comme ici, imaginez qu'ils transforment ce centre en habitation, bon, même si l'immeuble est sain, là, ce serait catastrophique, quoi. Bon, enfin, je sais pas, ça donnerait quoi avec ces meurtrières, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Ça veut rien dire du tout, tout ça. Et bon, mais nous sommes à une époque où c'est vrai que plus rien ne veut dire du tout. Bon, voilà, vous savez, on va peut-être en parler maintenant. Alors bon, c'est pas très glorieux. Visiblement, la direction actuelle avait été très discrète là-dessus. Elle a réussi à gagner 2 ans. Visiblement, il y a une vague de suicides, ça a recommencé depuis 2023, ce qui m'étonne pas du tout. Parce que ça correspond exactement, alors moi je fais un parallèle avec moi, hein, c'est pas une règle générale, hein, bon, ça correspond parce que bon, 2021, 2022, ça a été des années, j'ai eu aucun emmerde dans mon travail, etc. 2023, moi j'ai eu un tas d'emmerdes avec des tas d'emmerdeurs, là, tous ces directeurs de la sécurité de mes fesses, tout ça. Et qu'on m'a fait chier d'ailleurs qu'à la fin, j'avais terminé l'année dernière, j'ai attrapé quand même un zona qui m'a aplati complètement pendant 4 mois, 4 à 5 mois. Et j'avais quand même repris après à faire les reportages. Alors bon, évidemment, pas un rythme très élevé au départ, bon, mais bon, voilà, j'ai quand même en janvier, je faisais, bon, voilà, je me suis ménagé jusque, bon, disons que au mois de mai, ça y est, j'étais sorti avec le mois de repos en avril. Au mois de mai, j'étais de nouveau entièrement opérationnel. Mais bon, j'en ai eu un zona quand même en fin 2023, c'est pas sans raison, quoi. C'est parce qu'ils m'ont tellement fait de coups de pute de tous les côtés. J'ai été tellement étonné de ce changement, on va dire, d'attitude. Et moi, je suis pas surpris qu'il y ait 30 personnes qui, depuis début 2023, se soient suicidées dans le groupe Orange. Je vous le dis, ça me surprend pas du tout. Parce que quand on commence à emmerder le monde, déjà le travail lui-même peut être très pénible. Hein, moi, je suis un privilégié, j'en suis tout à fait conscient. J'en suis un privilégié parce que je peux m'organiser un peu comme je veux. Si je décide d'aller à tel centre demain, je vais à tel centre. Si vous voyez ce que je veux dire, bon, j'ai pas un chef tout le temps sur le cul à devoir regarder derrière mon épaule si je suis pas espionné. Voilà, ma hiérarchie me fait confiance. Si tel n'était pas le cas d'ailleurs, je serais déjà parti, je vous le dis franchement. Bon, moi je marche à la confiance, je fais confiance, il faut qu'on me fasse confiance. S'il commence à y avoir de la méfiance, tu vois, là, chacun va commencer à sortir le fusil à pompe. Je vais dire, bon, moi j'ai connu cette époque pourrie. Et là, si vous voulez, en 2023, alors c'est pas ma hiérarchie qui est en cause, mais l'ambiance a commencé à se dégrader. Donc oui, c'est la vérité. Donc moi je témoigne en tant que agent de 30 ans d'ancienneté qui est vécu et survécu à beaucoup de restructurations, à de coups pourris, tout ce que vous voulez, hein, aux années abominables des sieurs Breton, Thierry Breton et Didier Lombard, qui ont voulu nous faire payer à nous l'incurie, la faillite qui a été faite par Michel Mauvais, c'est-à-dire Michel Bon de son vrai nom. Donc si vous voulez, la médiocrité du patronat, à un moment donné, quand c'est nous, les simples agents, je n'étais qu'agent à l'époque, agent très très bas niveau. Si vous voulez, bon, non. À un moment donné, non. Alors en plus de ça, la hiérarchie doit se souvenir que nous sommes des fonctionnaires de l'État. Moi j'ai prêté serment, pour l'État, à la fidélité à l'État. Même si on a des politiciens qui sont de très médiocre qualité, et je les mets tous dans le même panier, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. De tout extrême droite, extrême centre, extrême gauche, bâtard de tout ce que vous voulez, traître, qui changent de parti sans arrêt, tout ça, ils sont tous mauvais. Et donc, voilà, la France, c'est ce qu'elle engendre comme élite, maintenant, des médiocres. Voilà, un pays de médiocres. Et je m'en suis aperçu parce que je suis allé quelques jours en Hollande pour affaires privées. Je m'en suis aperçu que vraiment la France est devenue un asile psychiatrique à ciel ouvert, avec des médiocres qui commandent et chaque fois on va essayer de trouver encore plus médiocre. Voilà.
Et dans Orange, cette mentalité aussi, depuis 2023, ça redégrade beaucoup. Alors, je vous dirais que la direction actuelle se défend. Elle dit non, mais on fait du social, ils font rien du tout. Ils se moquent du monde. Je vous le dis, je le dis clair et net, et je leur dis en face. Vous vous moquez du monde, parce que quand vous êtes arrivé, la nouvelle direction, d'ailleurs si Stéphane Richard est parti, c'est à cause de qui? Bon, il a été condamné, il a fait le lampiste. Il a été condamné dans l'affaire Tapie. Parce que même Christine Lagarde, c'était elle la responsable, la coupable, elle n'a pas été condamnée. Donc lui, il n'avait pas à être condamné. Mais il s'est fait condamner parce que voilà, il fallait trouver un coupable. On a pris le pauvre con du coin. Excuse-moi Stéphane de dire ça de toi. On a pris le cocu du coin et on t'a dit lui voilà, il va payer comment on dit le bougre. Voilà, c'est vraiment le bougre. Le bouc émissaire. On a dit on va lui faire payer. Et ça, notre ministre des Finances super intelligent qui nous a fait 1000 milliards de dettes, le ministre de Monsieur Macron, c'est-à-dire Bruno Le Maire. Il a dit il montait sur ses grands chevaux parce qu'il se prend pour Mesmer. Seulement Bruno Le Maire c'est pas Mesmer, c'est pas Pierre Mesmer. Et bon voilà parce qu'il a un peu la ressemblance. Il s'est barré en Suisse d'ailleurs celui-là, ce traître là. Et donc ce type-là, il a dit non, il faut pas garder Stéphane Richard, il faut le déquiller parce qu'il a été condamné. Voilà. Dans un truc qui concernait pas les télécoms, c'était en plus on savait que tout le monde savait que c'était à lampiste. C'est le foutage de gueule ce qui s'est passé. Alors là, ce qui s'est passé du coup, c'est que toute la direction a changé d'un coup. Il est arrivé une nouvelle direction qui fait ce qu'elle peut peut-être, mais qui ne comprend pas, qui n'a pas intégré, qui n'a pas vécu. Parce qu'elle n'a pas vécu, et on peut le comprendre, qui ne comprend pas que le corps social, c'est-à-dire le sanitaire aussi de France Télécom, l'état sanitaire dans France Télécom, Orange est mauvais et fragilisé. Le corps social de Orange est malade. Il faut dire les choses. Pourquoi? Parce que nous avons tous morflé. Même moi qui vous parle maintenant. Ne croyez pas, alors évidemment, moi je suis pas un dépressif, c'est pas moi qui vais prendre un câble téléphonique et me pendre avec. C'est pas le style de la maison. Mais si vous voulez, même moi, des fois, dans certaines réactions que j'ai, excessives, un peu survoltées, c'est pas sans raison. Et je le sais très bien. Mais je vis avec, comme on dit, il faut dépasser et vivre avec. Et donc le problème c'est que vous avez des gens qui sont fragilisés, qui n'ont pas la même solidité mentale que moi, parce que tout le monde n'a pas la solidité mentale de Monsieur Rizzo. Parce que c'est vrai que moi je suis quand même assez solide mentalement, plus que la moyenne, je le sais très bien, j'ai comparé, j'ai les années d'expérience derrière moi. Et donc si vous voulez, les gens qui sont fragilisés, les plus fragiles se suicident. Les autres, ils tentent de se suicider. Les autres, ils tombent malades, ils commencent à tourner avec des cachetons et des trucs comme ça, ils tiennent debout, c'est la béquille chimique, voilà. Et qu'est-ce que vous croyez que ça fait? Vous croyez que ça fait du bien, ça? Vous croyez que ça fait de la rentabilité après pour Orange? Si vous avez des gens qui sont à moitié malades, alors ils vont le cacher tout ça, ils vont mettre, ils vont faire style tout va bien. Ce n'est pas sérieux, je veux dire, à un moment donné. Alors, il y a déjà, si vous voulez, à la décharge de la direction, il faut quand même dire les choses, à la décharge de la direction, il y a la mutation technologique majeure qui s'impose à nous. Mais ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Vous avez à chaque fin de génération d'autocommutateurs, il y avait comme des changements. Il y a eu la fin du manuel et tout ça. Il y a eu la fin de l'électromécanique. Là, on arrive à la fin du cuivre, du RTC, de la DSL. Il y a aussi les générations dans le radiotéléphone. Il y a les générations qui sont en train de s'arrêter, etc. Donc tout ça, c'est des choses, si vous voulez. Nous avons déjà une pression naturelle qui est de vivre dans une sorte de système où les choses vont tenir. Alors qu'elles tiennent 5 ans ou 50 ans, à un moment donné, on sait que ça va être la fin. C'est comme ça. Et donc il va falloir arrêter des vieilles technologies. Encore faut-il avoir assez de monde qui les maîtrise pour les arrêter proprement.
ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, même plus du tout. Hein, bon, moi j'ai des collègues, j'ai discuté avec eux l'autre soir quand j'étais, le 15 octobre, là j'étais à Paris, on a arrêté l'autocommutateur le 10B3, donc du central Paris Nord, c'est Nord 7, hein, l'électronique temporelle numéro 2, et donc on l'a arrêté, j'étais là ce soir-là avec eux, moi j'ai pris des photos, je n'ai rien touché à la machine, je n'y connais rien, et donc je discutais un peu avec eux, et je disais, mais c'est quand même, j'ai dit, mais attendez, on arrête tout en 2030, ils m'ont dit oui, j'ai dit, mais moi quand je regarde le nombre d'autocommutateurs qui restent, quand je vois que l'an dernier vous en avez arrêté une dizaine et cette année on en arrête 6, bah si vous prenez même 10 par an, on n'arrive pas à tout arrêter. Et ils m'ont dit oui, mais c'est parce qu'on n'est plus assez, on ne sait pas comment faire. Voilà, moi ce qu'ils m'ont dit. Et bon, alors à un moment donné, ils pensent qu'ils vont devoir être obligés d'arrêter salement les trucs, c'est-à-dire on coupe le courant comme des porcs chauds, ça va foutre tout en alarme, je sais pas, enfin bon, ça va être, enfin, c'est pas du vrai travail, quoi, c'est du travail de, enfin, c'est du salopage, quoi. Et donc bon, voilà, on en est là, c'est-à-dire c'est bien beau de faire partir les gens et de prévoir et d'annoncer des plans sociaux, tout en disant, alors ça c'est le truc qui m'a fait encore rigoler. J'ai lu ça avant de venir, l'article. Je lis un truc qui m'a fait délirer. Qu'est-ce que c'était écrit? Oui, non, mais à Orange, il n'y a aucun plan social caché. C'est sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a des plans sociaux, mais ils sont pas cachés parce ils sont découverts. Voilà, tout est nul si découvert. Vous savez quand c'est ticket, vous grattez, nul si découvert, quoi. Bah oui, parce que les gens, si vous voulez, s'il y a des plans sociaux qui sont en préparation en douce, bah il y a forcément des gens au niveau des RH ou je sais pas quoi, ou de je sais pas quel truc, qui eux-mêmes s'en sont pris plein la poire, ou de la com, et qui vont sortir le truc, ça va sortir, quoi. Ça se retrouve dans la presse. Bon, même si je crois que c'est sorti sur France Inter, ou je sais plus quoi, ou France Info. Bon, voilà, il y avait une veuve, la veuve d'un ingénieur qui s'est suicidé. Enfin bon, je veux dire, mais à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on se suicide tous? C'est ça que vous voulez? Bon, en tout cas, c'est pas avec moi que ça va arriver, hein. Et bon, en tout cas, certainement pas pour une raison de boulot. Et donc, non, je veux dire, à un moment donné, déjà, il y a le boulot, il y a les changements du boulot. En plus, vous avez une hiérarchie qui ne comprend pas la fragilité du personnel, vu ce qui nous est arrivé pendant plusieurs années. Donc vous avez, alors ils font leur calcul de rentabilité et disent il faut dégraisser tant par an, donc on prépare des plans sociaux plus ou moins déguisés ou je sais pas quoi. Donc si vous voulez, vous êtes en train de bosser. Vous bossez sur des vieilles technologies, je prends cet exemple, des vieilles technologies. Vous croisez les doigts pour qu'elles crament pas, hein, parce qu'on en est là quand même. Hein. Vous vous dites, bon, moi je suis là en train de bosser, et en même temps que vous bossez, vous vous dites, mais est-ce que ma hiérarchie, elle est pas en train d'intriguer, de préparer des plans foireux pour nous foutre dehors en plus, ou pour nous pousser à démissionner, parce que là je parle pour les fonctionnaires, nous on peut pas nous pousser, on peut pas nous virer, hein. On a l'emploi à vie, c'est comme ça, à moins de commettre des fautes professionnelles de dingue. Et bon, et donc ce qu'ils ont fait, donc c'est pour ça que moi-même je suis reconnu victime, qu'ils nous poussent à partir, ils nous ont poussé à partir nous. Sachant que nous, si on part, c'est pas comme quand tu es en statut privé, bah, tu pars, tu as tes trimestres, tu peux te trouver un autre boulot, même si c'est pour faire balayeur ou n'importe quoi, ou laveur de vitres, ou tu peux trouver un autre boulot, et tu continues, tu gardes ton ancienneté, tes trimestres, etc. Donc tu perds pas ta retraite. Nous, si on part, on se retrouverait avec moi, si demain je pars, à 30 ans d'ancienneté, je me retrouve avec 400 € de retraite. Du public, même si je vais travailler admettons 10-15 ans dans le privé, admettons j'arrive à trouver du boulot, je travaille, je fais n'importe quoi, hein, bon, je prends des trimestres, mais c'est pas, même si j'ai mon nombre total de trimestres, j'aurai pas une retraite entière, j'aurai une toute petite retraite d'un côté et une encore plus, j'aurai 600 balles, quoi. Je me retrouve avec 600 balles, vous voyez. Donc si vous voulez, ils ont poussé les gens à partir en les écœurant à l'époque, en les faisant devenir maboules. Tout ça, ça a été prouvé. Moi, ce que je dis, attention, j'invente rien, hein. Je diffame pas, hein. Ça a été prouvé, ça a été jugé et confirmé en appel. Bon, là, il y a une cassation en cours. Bon, on ne sait pas ce que ça va donner, si ça va être cassé ou pas, et sur quel motif.
le fond, la forme, on sait pas. Et bon, mais là, la situation est quand même très grave. Donc ils ont poussé un tas de gens comme on dit, dans le fossé, pour se barrer, pour réduire la masse salariale, pour pouvoir payer les dettes qui nous ont été laissées par Michel Bon quand même. Hein. Il faut quand même, je veux dire, à un moment donné, ça va 5 minutes, quoi. Et ça, alors, de nos jours, il n'y a plus que 10 000 fonctionnaires de l'État comme moi en activité réelle. Il doit y en avoir 5 000 qui sont en cours de départ en pré-retraite. Enfin, ça s'appelle pas comme ça, mais ça revient à ça. On est 10 200, enfin, on va dire 10 000. On est 10 000, la fin 2024, en activité. Donc, le problème, c'est même pas les fonctionnaires en général, puisque là, maintenant, donc, c'est une boîte qui est quasiment privée, quoi. Orange, bon, avec des fonctionnaires qui sont là parce que c'est la survivance du passé. Et donc, voilà, on est un peu les dinosaures, on fait un peu partie des meubles. Et donc là, le problème aussi, c'est que c'est des gens du privé. Et si vous voulez, bon, les gens ils commencent à se dire, attends, plan social, je sais pas quoi, 640 d'un côté, il y a eu des espèces de filiales un peu aussi, ils ont fait les trucs en douce, enfin à moitié en douce, tu vois, bon. Donc si vous voulez, il y a une ambiance de terreur froide. Alors bon, les gens hurlent pas comme ça par terre, enfin moi j'en ai pas vu, mais il paraît que ça commence les crises de larmes, hein. Ça recommence. Donc bon, mais bon, si vous voulez, voilà, il y a une sorte de terreur froide qui est en train de se diffuser dans Orange. Hein, ce que je dis là, c'est public. Vous avez le patron de la CFE-CGC Orange qui en parle, qui a mis les pieds dans le plat. Même pour dire, même la CFDT, hein, même la CFDT du groupe Orange en parle aussi. Bon, donc à un moment donné, même si on prend, donc je veux dire, on explique, parce qu'il faut rester raisonnable, qu'il y a la difficulté des mutations technologiques. Si vous voulez, vous savez, quand on a un problème dans la vie, voilà, c'est un problème, même si c'est un gros problème, c'est un problème à gérer, c'est les mutations technologiques. Il faut tenir le coup avec les vieilles technologies pendant que les nouvelles arrivent, etc. Donc c'est compliqué, on est dans des doubles standards, c'est le bazar, il y a des services qui ensuite vont fermer, il faut recaser les gens, etc. On sait que ça c'est dur, voilà. Mais si en plus on n'a pas confiance dans la hiérarchie et la direction, la haute direction, et qu'on se dit, pendant que je suis en train de marner pour faire et tout ça, est-ce que il va pas arriver derrière, je sais pas qui, avec une grosse masse et me casser la tête en deux? Le problème est là. Voilà, vous voyez, moi je mets les pieds dans le plat, c'est une conversation, ça va être, moi je vais tout publier de ça, hein, il y aura rien de... Donc, il faut comprendre qu'il y a une espèce de méfiance qui est en train de se diffuser. Ça a commencé en 2023. Et moi, mes problèmes, vous savez, tous les accès, je vous ai raconté plusieurs fois, les embrouilles, les tours de connards et tout ça, ça a commencé en janvier, février 2023. Bon, ben, c'est pas par hasard. Voilà. Les choses, vous savez, elles sont pas, tiens, il veut me vendre ça, savoir quoi, celui-là, il va se faire voir. Et donc, il n'y a pas de hasard. Moi, je sais qu'il n'y a pas de hasard sur Terre. Dans la vie, ça n'existe pas, le hasard. Il y a des concomitances qui sont pas là pour rien. Donc, il paraît que le dossier des suicides est sur le bureau de Madame la directrice générale. Bon, c'est sur le bureau, d'accord. Mais le problème, c'est l'état d'esprit qui ne va pas dans Orange. C'est ça qui est problématique. Et évidemment, les gens ont peur, donc ne parlent pas. Bon, moi, comme je sais que je vais mourir un jour, je n'ai plus peur de rien depuis longtemps. Et donc, moi, je le dis, voilà, ça va pas du tout. Il faut que ça s'arrête, ça. Il faut que ça s'arrête parce que, à mon avis, ça va aller très mal. Et ça va se retrouver en médiatisation complète. Ça va être très très dur pour nous, même si justement ça va être très dur qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas. De toute manière, bon,
il faut, moi, c'est des fois, je reçois des coups de fil, on me dit, tiens, t'es au courant de ça, t'es au courant de ça, oui, non, non, là, je suis parti quelques jours en Hollande, alors bon, là, j'en ai appris des bonnes encore en rentrant, bon, voilà, bon, non, non, il y a un gros problème, il y a une certaine rupture de confiance qui est en train de s'installer, ça, c'est très mauvais. Donc j'ai aussi entendu parler qu'il y a la trouille, pareil sur l'emploi à Bouygues Télécom. Pourtant Bouygues Télécom, je veux dire, c'est une bonne boîte. Bon, c'est pas la grosse boîte comme nous, hein, c'est normal, puisque nous sommes les héritiers de l'administration de l'État, des PTT. Hein, bon, donc la branche télégraphe-téléphone. Et bon, télécommunication, quoi. Et donc, c'est normal que Bouygues, c'est plus petit. Et même chez eux, il paraît que c'est la terreur. Bon, je veux dire, à un moment donné, si vous croyez qu'avec l'intelligence artificielle, la direction, si elle croit qu'elle va résoudre tout avec l'intelligence artificielle et la sous-traitance à outrance signifie effondrement de la qualité à outrance. Parce que ça, il faut quand même aussi le savoir. Hein, parce que moi, comme je dis, je suis pas là pour espionner. Je fais pas des rapports sur un tel, je vois tel truc. Non, pas du tout. Mais moi, quand je vais à des endroits, je vois des choses, des manières de travailler par des sous-traitants. Ça fait peur. Bon, moi, j'ai rien vu. Je suis là pour prendre des photos, pour sauver des documents qui traînent, même des fois des albums photos anciens. Voilà, je suis là pour ça. Bon, je suis pas là pour faire je le redis encore une fois, le garde-chourme, etc. Mais moi, je vois des choses, la conscience professionnelle, les gens qui font semblant de travailler, qui font semblant de bricoler, qui branlent rien du tout. Moi, je vois des choses aussi, hein, vous savez, je croyais pas, hein, bon, un peu, je suis du technique, donc on peut pas me berner beaucoup, moi, hein. Mais bon, je suis pas là pour ça, mais moi je vois la sous-traitance, ça va pas. Et alors ça veut dire quoi la sous-traitance? Et alors et on les paye très cher, même si eux sont mal payés. Comme on leur donne, il faut payer leur boîte à eux, c'est comme de l'intérim, ça revient à une somme folle. Pourquoi on n'emploie pas des équipes de gens sérieux comme on faisait avant? On leur fait des examens avant, on faisait des examens pour savoir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre, s'ils sont complètement cons ou pas. Et voilà, et on recrute des gens, on recrute plusieurs types de profils, et puis on tombe sur des gens sérieux, et puis qui peuvent faire des carrières normales. Enfin, moi je ne comprends pas, moi, cette manière de travailler comme ça, avec des bouts de chandelle. Enfin, c'est pas du travail. La France, c'est pas ça. La France, c'était le pays c'était le pays de la qualité. On faisait toujours du travail de qualité, même si on produisait peut-être moins en quantité, que ce soit dans les vêtements, dans la technique, je prends les constructions. Si on était connu pour avoir des architectes extraordinaires, de construire du solide. Enfin bon, maintenant on fait de la merde. Enfin, je veux dire, c'est pas sérieux. Je veux dire, la France n'est plus un pays sérieux et on veut nous faire travailler comme ça. Et c'est pour ça que les gens deviennent fous aussi, quoi. Et là, en plus, on voudrait dégager... alors, d'un côté, on nous repousse la retraite à 64 ans. Après tout, pourquoi pas? Puisqu'il n'y a personne pour prendre la relève. Bon, pourquoi pas? Mais dans ces cas-là, faut pas pousser les gens dans le fossé dès qu'ils ont plus de 42 ans, quoi. Je veux dire, donc, à un moment donné, ça va pas aller loin, ça. Déjà, bon, je fais pas de dessin. L'endettement, puisque bon, la dernière équipe de branleurs qu'on a nous a foutu 1000 milliards dans ce pays, de saboteurs, là, de tout ce que vous voulez, et maintenant ils se barrent en Suisse, là, l'autre il s'est barré en Suisse, il se barre à l'étranger, il y en a qui veulent se barrer à Bruxelles, je sais pas quoi, ils veulent se planquer, continuer à se branler dans des bullshit jobs, là, et tout ça, là, payés à 20-30 000 euros par mois avec les restaurants tout payés et tout ça, et ils vont laisser le pays, ils vont nous laisser nous dans la merde, hein, parce que ne vous faites pas d'illusions, hein, qu'on soit fonctionnaire, pas fonctionnaire, même les gendarmes, là, je rigole parce qu'ils continuent à verbaliser les gens, à emmerder le monde, les gens honnêtes, hein. Bientôt il y aura plus rien pour les payer non plus, là. Déjà la gendarmerie, vous avez vu, là, ils n'avaient plus de sous pour payer leur loyer, donc bon, je veux dire, mais continuez comme ça à faire tenir ce système pourri en place et on va rire, voilà, on va bientôt rire. Et bon, et nous en attendant, moi voilà, au milieu de ce marasme qui concerne à la fois la France et Orange par
je vous ai expliqué l'état sanitaire du pays, enfin oui, du pays on peut le dire aussi, l'état sanitaire du corps social de France Télécom, ces mentalités bizarres qui sont en train faut dire ce qui est depuis que Stéphane Richard est parti, parce que Stéphane Richard il est obligé il faut dire les choses. Moi je connais pas Stéphane Richard, hein, je l'ai entrevu qu'une fois, à son premier procès d'ailleurs, c'était en 2019, je crois bien, oui. Voilà, il avait été relaxé en première instance et condamné en deuxième. Mais moi, je savais que c'était un répit, qu'il allait être désigné comme lampiste. Je savais. Mais bon, je dis au moins, on a un répit. Nous, on a un répit. Et bon, mais lui, il imposait. C'est quelqu'un qui s'interroge aussi moralement et même religieusement d'ailleurs. Et le gars, déjà, il s'était entouré d'une équipe de gens pas idiots. Hein, bon, je vous parle, j'oublie toujours son nom à ce RH là. C'était un Alsacien d'ailleurs qui est arrivé en premier là. Et après c'est Pélissier là qui l'a remplacé. Et bon, donc, bon, désolé, je mémorise pas son nom, l'Alsacien. Et donc, il s'est entouré d'une équipe à l'époque de gens qui sont arrivés au moment, ça je le rappelle, où plus personne ne voulait prendre la relève, hein, parce qu'une fois que Didier Lombard et Breton et Lombard avaient foiré la boîte, qui avait rendu tout le monde fou, là, ils sont vite barrés, Raus. Et là, personne, il n'y avait pas d'autres patrons là les grands branleurs là qui voulaient. C'est lui qui est venu, qui a dit bon ben moi je vais essayer de relever le défi. Et le gars en arrivant, il a calmé le jeu, il avait ouvert tout. Donc on pouvait parler sur intranet, on pouvait mettre tous les commentaires, même désagréables, contre la direction. Bon, il fallait pas être insulté gratuitement, mais il fallait motiver pourquoi tu leur disais, grosso modo, comment tu leur expliquais qu'ils étaient cons, ils comprenaient. Voilà. Et il laissait les gens s'exprimer. Dès qu'il est parti, Stéphane Richard, 4 ou 5 mois après, ils ont tout verrouillé, ils ont fait la com soviétique, verticale fermée, parce que c'est comme ça que ça se passe maintenant. Hein, donc, et là, je me suis dit, à l'époque, quand ça a commencé ces conneries, je me suis dit là, j'ai dit, ils commettent l'erreur fatale. Parce que comment ça s'appelle là, ils ont refermé la marmite, ils ont tout bloqué, ça va remonter en pression et il va y avoir des problèmes. Et ben là, ça a été découvert il y a quelques jours, nouvelle vague de suicides dans Orange, 30 suicides en même pas 2 ans, 3 au mois d'octobre là 2024, il paraît qu'il y en a eu il y a quelques jours, paraît-il en novembre. Bon, j'ai pas confirmation, mais il semblerait que ce soit ça. Bon, ben moi je suis pas du tout surpris. Parce que quand tu joues au malin et que tu dis non mais moi chez moi tout va bien, la façade est reluisante et on a un nouveau siège et tout ça, le nouveau siège c'est Stéphane Richard qui l'a construit, hein. Entre parenthèses, hein, bon. C'est pas parce que tu as un siège qui brille et que il y a du marbre par terre et tout ça que tout va bien, hein. C'est pas comme ça, hein. C'est pas ça, hein, de dire tout va bien, hein. Et de faire des enquêtes, et encore là il y a eu une magouille sur une enquête, il devait y avoir une enquête du comité national du stress, parce qu'on a un comité qui avait été créé justement suite à tout ce qui s'est passé, et là je sais pas, ils ont repoussé l'enquête, enfin bon, on voit bien que on se fout de notre gueule en fait, voilà, on se fout de notre gueule, et donc bon, à un moment donné, si vous voulez, à mon avis, très très vite, il va bien y avoir un juge ou un tribunal qui va se saisir du problème, parce que sinon je comprends pas. D'abord les syndicats déjà se sont saisis du problème, bon, ils ont fini par se réveiller, on va dire. Donc à mon avis, on va se retrouver à nouveau avec des nouveaux procès. Si c'est parti comme ça hein, parce que moi je fais une règle de 3, hein, bon, et même s'ils vont essayer d'étouffer, d'acheter, de ci, de je sais pas quoi, et d'arroser et tout ça, mais à un moment donné, trop c'est trop. Il faut beaucoup de monde pour faire tourner le réseau téléphonique, il faut savoir. Parce que tout est automatique, mais derrière il y a la maintenance, il y a des installations, il faut refaire des trucs, faut surveiller en permanence. Il faut aussi des commerciaux, parce que oui, on a besoin de commerciaux aussi, parce que sinon, ben, vous savez, voilà, on est dans la société de marché, hein, c'est pas le truc, voilà, verrouillé, c'est pas l'URSS.
Et voilà, donc il n'y a pas juste un, et voilà, et tu as le choix, tu as un téléphone, non, c'est pas comme ça, il y a du choix, il y a des offres, donc il faut le faire savoir, et tout ça, il nous faut de la com. Alors déjà, on a appris il y a quelques mois aussi, d'ailleurs c'est sorti dans LinkedIn, que la boîte soi-disant a décrété qu'il y avait trop de gens qui travaillaient à la com, la communication, à la propagande, quoi. Hein, bon, et donc du coup, ben, chez eux, c'est la peur. Voilà, est-ce que ça va tomber sur qui, etc. Moi, je comprends pas. Du temps Stéphane Richard, il y avait pas trop de monde. Pourtant, lui, c'est pas un tendre. Hein. Le mec, il fait des calculs, voilà, et donc il est pas idiot, quoi. Et puis d'un coup, il y a trop de monde partout. Ça, c'est louche. Moi, ça me rappelle l'époque breton-lombard. Voilà, je le dis clair et net. Alors, comme me disait hier un confrère qui m'a téléphoné, on a parlé de ça, il m'a dit oui, c'est du retour du Lombard, mais ils le font de manière plus tordue, plus subreptice, quoi, plus vicieux, quoi. Et bon, j'ai dit oui, mais à un moment donné, j'ai dit voilà, alors oui, ils ont joué au malin. Je lui répondais ça, mais bon, au bout de, voilà, ben maintenant on sait, voilà, au bout de 2 ans que, voilà, c'est la nouvelle vague de suicides et donc tout ce qu'on sait pas derrière, les tentatives, les mecs qui sont peut-être parce que ça maintenant on n'a pas trop de vues depuis qu'il y a eu plus les CHSCT, tous les mecs qui sont devenus zinzins et qui sont soit hospitalisés en psychiatrie ou soit qui sont en camisole chibique, les mecs c'est des zombies. Bon, voilà, ça peut pas, enfin, à un moment donné on peut pas faire société et on peut pas faire un truc qui fonctionne avec des gens comme ça qu'on fait devenir zinzin. Alors c'est facile de dire ah ben on va virer tout le monde, on va en virer 50 000, puis on va prendre des tout jeunes là qui ont 20 ans, bon, qui connaissent rien, si tu veux, entre guillemets, c'est normal, que t'as 20 ans, t'arrives, tu connais pas grand chose, tu sors de l'école, bon, et tu vas faire tourner la boîte avec un peu d'intelligence artificielle, des tas de sous-traitants, les sous-traitants qui sont payés au lance-pierre, qui bossent comme des gorées, bon, qui font semblant de bosser, qui font voilà, enfin bon, on leur signe aussi des contrats qui tiennent pas debout. On m'a raconté des trucs, enfin bon, sur l'entretien des locaux, enfin bon, enfin tout est à part quelques sites prestigieux, il y a tout qui est quand même dans des états qui sont quand même lamentables, quoi. Faut quand même, enfin c'est indigne, quoi. Bon, moi je sais pas, on est en France, on n'est pas, je sais pas où, dans un pays là du quart-monde là, enfin bon, on se croirait. Moi j'ai comparé avec où j'étais en Hollande. Attends, la Hollande c'est pas un pays riche quoi, c'est un pays normal. Là-bas les gens sont normaux, partout où tu vas les gens sont normaux, il t'arrive pas d'embrouille, il t'arrive aucune embrouille. Tout est construit, tout est propre, tout est entretenu, tout est. J'ai pas visité des trucs de luxe moi. J'étais dans des trucs, voilà quoi. Hein. Et bon, ici t'arrives, tu vas dans les rues, tu vas dans les centraux, il y a tout qui est déglingué partout, tout est. Je veux dire, c'est quoi ce pays quoi? Non mais je dis ça, c'est très inquiétant et ça c'est aussi un peu de notre faute parce qu'on a élu des abrutis depuis plus de 40 ans. On a élu des incompétents, des traîtres qui étaient traîtres à la patrie, qui marchent pour la CIA, pour l'Europe, tout ça c'est la CIA, tout ça, donc qui marchent pour l'étranger. Et en élisant des traîtres sans arrêt, qui racontent n'importe quoi, qui promettent n'importe quoi, écoutez, on arrive à un pays qui est ruiné, un ensemble de pays qui sont ruinés, parce qu'il n'y a pas que la France qui soit ruinée. Et on arrive à un pays qui est surendetté, ça va aller très mal, quoi. Ça va aller très très mal. Donc bon, en attendant, voilà, en attendant, on est payé, on travaille. Moi, comme je dis, pour conclure, au milieu de tout ce marasme, de cette ambiance mortifère, morbide, et j'essaye de faire le maximum. Parce que moi je suis pas qu'archiviste, je suis en fait archiprêtre, hein. Je suis comme une sorte d'archiprêtre. Je viens de passer l'extrême onction dans les centres téléphoniques avant que tout soit arrêté et envoyé à la casse. Alors je dis à ceux qui veulent pas me voir arriver, de toute manière, ne vous inquiétez pas, même si je viens pas que vous m'empêchez d'entrer, ça sera quand même détruit et tout sera envoyé à la casse. Mais disons que si j'arrive à passer avant, au moins on pourra garder un souvenir des installations téléphoniques qui auront existé, enfin de tout ce qui en restait au moment de mon passage, disons,
Et c'est pour ça qu'il faut essayer de faire le maximum de choses avant 2028-2030. Il faudrait que j'ai fait le maximum de choses en 25, 26, 27, 28 derniers carats, parce après 28, il va plus rester grand chose. Et bon, on n'a pas jusqu'en 2030. On a, à mon avis, j'ai jusqu'en 2028 pour sauver le maximum en efficacité. Et ouais, 2028. Si évidemment, après tout ce que je vous aurais dit aujourd'hui, si la hiérarchie évidemment la haute direction ne se venge pas contre moi et ne m'interdit pas, mais dans ces cas-là, bon, si elle me forclôt tous les lieux, tout ça, bon, si elle m'empêche de la faire, personne d'autre fera ce travail-là, bon. Et c'est vrai que ça serait beaucoup de choses qui seraient perdues, mais seulement moi, je vais pas vivre dans la peur de me dire oh mais si j'ouvre ma gueule, on va m'enlever de ce boulot et donc du coup je vais me taire pour pouvoir en faire le maximum le plus longtemps possible. Je marche pas dans le système de peur et de chantage à la peur et le système mafieux sur moi, même que je m'appelle justement Rizzo, que je suis d'origine sicilienne, ça ne fonctionne pas. Le chantage, la peur, je n'ai peur de rien, je n'ai peur de personne. Si je prends déjà beaucoup de risques en circulant en voiture dans toute la France, à aller dans des endroits que je connais pas à chaque fois. Je sais qu'il peut m'arriver un accident de la route. J'ai plus de probabilité qu'un bureaucrate que ça m'arrive. Je le sais très bien. Je connais tout ça. J'ai déjà pensé à toutes ces choses-là. Rassurez-vous. Et donc j'ai accepté une prise de risque certaine, d'accident, de service, etc. J'ai accepté ça. J'ai accepté de pas compter mes heures du tout. Par contre, j'accepte pas de devoir vivre dans la peur, travailler dans la peur. Ça, je suis rentré dans la fonction publique pour servir, pour faire le maximum que je pourrais faire jusqu'à la limite de mes forces. Ça, oui, je le fais, même s'il y a des jours où je tiens plus debout, je marche avec une canne, etc. Parce que j'ai une canne dans mon coffre, là, c'est de ma voiture personnelle, ou au travail, tout ça, j'ai toujours une canne dans la voiture. Parce qu'il y a des fois, je tiens plus debout. Donc j'accepte tout ça, j'accepte tous les risques, j'accepte même des fois de m'embrouiller avec des abrutis, des fois des trous du cul, tout ça, ça ne me dérange pas. Des hauts gradés, tout ce que vous voulez, j'en ai rien à cirer. Mais j'accepte pas de quiconque d'ailleurs, j'accepte pas la tyrannie en fait, voilà. Donc la tyrannie sur l'emploi, les plans sociaux, je vais te sanctionner, tu vas te taire, je n'accepte pas ça. Moi je dis ce que j'ai à dire, je le dis en face, je dis face caméra, c'est public dans toute la France. Et si après il y en a qui sont pas contents, ils ont qu'à venir me trouver. Et